vous retrouver pour cette première édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur le sommet de la francophonie. La 16e édition a eu lieu le week-end dernier à Antananarivo, à Madagascar. À quelques jours de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'association Fight-AIDS Monaco s'est réunie pour sa traditionnelle opération courte pointe. Nous aborderons avec Vanessa Dessy les prochaines séances législatives du Conseil national. Et puis retour sur cette conférence du professeur Alessandra Kusterman à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Prenons la direction donc de Madagascar pour débuter ce journal. 2 ans après Dakar, c'est à Antananarivo que les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie se sont rassemblés, dont Serge Tell, représentant le prince souverain. La croissance partagée et le développement responsable étaient au cœur des débats. Le reportage sur place de Patricia Navarro et de Sylvain Péroumal. C'est un retour aux sources pour l'Organisation internationale de la francophonie. En 1966, c'est à Antananarivo qu'était énoncé l'acte inaugural de la création de cette communauté francophone. 5 décennies plus tard, 30 chefs d'État et de gouvernement ont pris part à Madagascar au 16e sommet de la francophonie. Le français est aujourd'hui la 2e langue enseignée dans le monde et plus de 270 millions de personnes sont francophones. Nous avons plus que jamais besoin d'une organisation internationale de la francophonie parce qu'elle est à nul autre pareille. Ce 16e sommet est capital. Nous sommes comme jamais face à nous-mêmes, face à nos responsabilités. Quelle francophonie voulons-nous? C'est à vous, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, qu'appartient la réponse. Les participants de ce sommet ont évoqué les grandes questions de politique internationale, d'économie mondiale, d'éducation ou de coopération autour d'une thématique portant sur la croissance partagée et le développement responsable. Traditionnellement, les travaux débutent plusieurs jours avant l'arrivée des chefs d'État qui s'entendent ensuite sur une déclaration commune. Tout ce qui concerne l'environnement et le partage des ressources sont des thèmes sur lesquels la principauté est présente depuis longtemps. Vous connaissez l'engagement du prince souverain en la matière et évidemment ce sont des thèmes qui nous sont tout à fait chers et particuliers. Alors effectivement il y a les 3 étapes, la conférence des partis, la conférence ministérielle et le sommet. Chacune de ces 3 entités est décisionnaire à son niveau et évidemment c'est le sommet des chefs d'État qui va apporter la touche finale. Nous avons trouvé un consensus sur la plupart des sujets qui ont été abordés. Un consensus pour multiplier les initiatives destinées à aller vers un monde plus juste où les valeurs de la francophonie doivent contribuer à assurer les conditions d'une stabilité mondiale. Pour y parvenir, les dirigeants de la francophonie ont souhaité pour la première fois associer la jeunesse à leurs réflexions. Une déclaration des jeunes francophones a vu le jour, élaborée par une vingtaine d'entre eux, dont Isabelle la Canadienne et Soterarat le Cambodgien. Essentiellement, il y a 3 volets en fait à la déclaration. On parle de libre ensemble, on parle de croissance partagée et développement responsable. En gros, c'est de prendre acte du fait qu'il y a une crise écologique qui s'en vient, qui est même déjà en cours, qu'on ne peut plus continuer avec les mêmes modèles de développement qu'on avait auparavant. On parle également de respect en fait de la diversité parce qu'en ces temps assez troubles, je pense que c'est quand même important de le rappeler puis de s'unir sur des valeurs communes. Après notre présentation de la déclaration, nous n'attendons pas que ce soit juste une déclaration de 2 minutes et que ça soit terminé. Nous attendons que les chefs d'État et les représentants des gouvernements appliquent et mettent en pratique ce que les jeunes de la francophonie attendent. Voilà. Pour moi, la langue française, ça signifie diversité, ça signifie en même temps l'union de tous les peuples du monde. La déclaration finale d'Antananarivo a donc intégré certaines de ces suggestions émanant de la jeunesse. Maintenant est venu le temps de l'action pour réaffirmer l'engagement de l'espace francophone en faveur d'une mondialisation équitable avec pour meilleure arme cette langue que tous ces pays ont en partage. La principauté de Monaco y prendra toute sa part et organisera notamment en 2019 la conférence ministérielle de l'OIF. Mais d'ici là, dans 2 ans, c'est en Arménie que se tiendra le 17e sommet de la francophonie. Le nom du pays organisateur a, comme de coutume, été annoncé en clôture du sommet avant l'adoption de la déclaration finale d'Antananarivo. Très honoré d'accueillir le 17e sommet de la francophonie en Arménie. Bien évidemment, on a beaucoup investi
déjà pendant toutes ces dernières années. Vous savez que nous avons une université française et qui est, je pense que c'est une université, la plus grande université hors la France francophone, métropole. Alors, mais il y a le cycle complet de la langue française en Arménie. Maternelle, lycée, l'université française. Mais en Arménie, nous parlons plusieurs langues. En fait, c'est aussi notre richesse. Et ça, c'est aussi la richesse de la francophonie, parce que la francophonie, c'est la promotion de la langue française, mais aussi de multiculturalisme et multilinguisme. L'Arménie était en compétition avec la Tunisie pour l'organisation du 17e sommet. Cette dernière a obtenu d'accueillir les responsables de la francophonie à un horizon un peu plus lointain, en 2020. L'Organisation internationale de la francophonie qui se sera agrandie à Antananarivo. Elle compte désormais 84 membres avec 4 entrants, la Nouvelle-Calédonie comme membre associé, ainsi que l'Ontario, l'Argentine et la Corée du Sud en tant que membres observateurs. Et en marge du sommet de la francophonie, vous le voyez sur ces images, le ministre d'État Serge Tel a eu des entretiens bilatéraux, notamment avec le Ghana, qui souhaite établir des relations diplomatiques avec la principauté. Serge Tel a pu s'entretenir avec l'ambassadeur du Ghana à Paris et il a également accordé une longue interview à la chaîne de télévision TV5 Monde qui avait, à l'occasion de ce sommet, dépêché d'importants moyens de production sur place. Vous avez pu suivre en fin de semaine dernière sur notre antenne la campagne Test in the City, un dépistage gratuit concernant le VIH/SIDA. Eh bien, l'association Fight AIDS Monaco et ses membres viennent de se réunir à nouveau pour sa traditionnelle opération courte pointe. Les explications de Fabien Bonias sur des images d'Olivier Bonello. Nathalie, 45. Robert, 29. Des prénoms sont énoncés solennellement, suivis de leur âge. Pendant ce temps, les courtes pointes, de grands panneaux de tissu peint sont déployés. Chacun d'eux est l'assemblage de 8 toiles de la taille d'un linceul et chaque toile porte un nom. Le nom d'une personne disparue des suites du VIH/SIDA, que ce soit il y a longtemps ou tout récemment. Le déploiement de ces courtes pointes est un véritable moment d'émotion. 72 noms au total seront cités, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. La princesse Stéphanie, sa fille Camille, entourée de membres de Fight AIDS Monaco ou de proches, tous se sont rassemblés pour déployer toutes ces courtes pointes. Un instant suivi d'une minute de silence. Ces grands panneaux seront reposés sur le sol. Toutes les personnes présentes admirent les dessins. Là aussi, c'est un moment de recueillement. C'est une manière aussi pour nos affiliés, même il y a des gens de l'extérieur qui sont venus participer aux ateliers de courte pointe, de faire mieux leur deuil. Voilà, c'est un clin d'œil à leur vie. On voit souvent que ça représente la vie ou ce qui a marqué les personnes qui restent. Et en fait, à l'origine, c'était parce que ça a la dimension en fait, d'un linceul. Et ça a une symbolique, parce qu'au départ de l'épidémie, les personnes vivant avec le VIH et qui mouraient étaient traitées comme vraiment des pires que pestiférés. Et, on ne voulait pas les enterrer, on donnait les cercueils aux familles fermées. Donc c'est une manière de rendre hommage vraiment aux personnes et de leur redonner leur dignité et leur place. Voilà. L'opération Courte Pointe est partie de San Francisco en 1987. Cette manifestation est organisée à Monaco depuis 2011. Et depuis 5 ans, 10 courtes pointes ont été créées, dont une cette année pour rendre hommage notamment à Massaga, membre de Fight AIDS Monaco, disparu en 2016. Ces courtes pointes ont toutes été réalisées par des personnes affiliées à Fight AIDS Monaco. Le but étant de permettre aux proches et aux familles de faire leur deuil. Pour moi, c'est ne pas oublier tous ceux qu'on aimait qui nous ont quittés, ne pas oublier qu'on meurt encore aujourd'hui. Et voilà, ces courtes pointes sont véhiculées dans le monde et pour que le tabou tombe, pour qu'on les voit dans la scène de leur vie quotidienne et savoir que malgré la maladie, ils sont comme tout le monde et qu'on ne doit pas mépriser ni leur vie ni leur mort. Ils ne sont plus là aujourd'hui, mais c'est pour leur rendre hommage. Et on fait ça aussi dans
un sentiment de solidarité, d'amitié. Voilà, on fait ça aussi dans une joie. On n'est pas dans la tristesse, on n'est pas dans le remords. Voilà, c'est un hommage qui est fait avec grâce et bonheur. Certaines de ces courtes pointes seront exposées dans l'année dans différents lieux, que ce soit au ministère d'État, au Conseil national ou encore dans les lycées de la Principauté. Un mot à présent sur les prochaines séances législatives du Conseil national. Elles auront lieu le 29 novembre et le 1er décembre prochain. Lors de celles-ci, les élus voteront différents projets de loi. Vanessa Dessy vous en dit plus. Accessibilité du cadre bâti, procédure de report de crédit de paiement, création de l'activité multi-family office. De nombreux projets de loi seront soumis au vote des conseillers nationaux à l'occasion des prochaines séances publiques. Et parmi ces textes, un projet de loi qui permettra aux parents de transmettre à leurs enfants soit le nom du père, soit d'un commun accord, celui de la mère. Ce texte donc, a été à l'initiative du Conseil national et apporte une modernisation du droit en matière de dévolution du nom. En matière de nouveautés, ce texte est important car désormais les parents pourront donner à leur enfant le nom de la mère. L'enfant pourra ainsi aussi le transmettre et pas seulement donner le nom du père. Dans ce projet de loi, on a aussi une autre nouveauté. Désormais, les parents non mariés, les parents non mariés pourront faire une reconnaissance de l'enfant à naître avant l'arrivée de l'enfant. Ça va permettre un certain confort et une certaine liberté et moins de stress aussi pour les parents qui pourront avant venir faire par une déclaration écrite une reconnaissance de leur enfant. Une réelle avancée pour la principauté, une liberté, une avancée vers l'égalité entre les hommes et les femmes. 3 projets de loi de nature très technique seront également votés. Ils concernent différentes ratifications d'accords signés entre le gouvernement princier et l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et l'OCDE. Ces textes visent à accroître la transparence des transactions financières. Jusqu'à présent, le système était basé sur un système d'échange d'informations à la demande, c'est-à-dire que 2 pays se mettaient d'accord pour échanger les informations sur les comptes non résidents. Et là, je voudrais insister sur ce point-là parce que c'est très important. On ne parle ici que des non-résidents. Donc, on parle en fait de la finance offshore et pas onshore. Les résidents monégasques qui ont des comptes à Monaco ne sont pas affectés par ces mesures-là. Aujourd'hui, on passe à une deuxième étape qui est un système d'échange automatique d'informations qui permet effectivement directement d'échanger des informations sur tous les comptes non résidents que Monaco peut avoir, mais que les autres pays peuvent avoir aussi. Je voudrais insister que c'est une réciprocité qui est là, c'est que Monaco aura accès aussi aux comptes des Monégasques qui sont résidents dans un autre pays, de la même manière que les Belges auront, par exemple, ça peut être d'autres pays, mais les Belges auront accès aux comptes de leurs résidents en Belgique à Monaco. Les séances publiques législatives du Conseil national sont à suivre en direct et en intégralité sur Monaco Info ce mardi et ce jeudi dès 17h. Le 25 novembre correspond à la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, une conférence a eu lieu en fin de semaine dernière, une conférence animée par le professeur Alessandra Kusterman au lycée technique et hôtelier. Alexandra Pagny revient sur les avancées qu'a connues la principauté en matière de lutte contre les violences particulières ces dernières années. Violences conjugales, agressions sexuelles, viols. À travers le monde, près d'une femme sur 3 avoue avoir subi des violences physiques ou sexuelles. 38% des meurtres de femmes sont le fait de leur partenaire. Des chiffres inquiétants, révélateurs d'un fléau qui avance encore souvent dans un univers de silence et de honte. La principauté s'associe pour la première fois à cette initiative des Nations Unies. C'est le département des affaires sociales et de la santé qui a organisé et coordonné cette journée, mais nous avons travaillé en synergie avec de très nombreuses institutions et associations. Beaucoup de gens sont mobilisés, le Conseil national, le Haut Commissariat aux droits et aux libertés, de très nombreuses associations qui à Monaco défendent les droits des femmes. Un certain nombre de femmes parfois ont peur ou hésitent, c'est compliqué.
pour elles. Donc c'est pourquoi nous avons à Monaco un réseau très présent. Nous avons la direction de l'action et de l'aide sociale qui coordonne avec les assistantes sociales, avec les psychologues, donc un peu tous les services, la justice, la police, le centre hospitalier, bien sûr, Princesse Grace. La principauté s'est impliquée en créant notamment une campagne d'affichage originale afin de sensibiliser la population. Nous avons voulu, par de l'affichage, sensibiliser la population à ce fléau. Une campagne monégasque, donc, je crois qui est très réussie et les professionnels et le public nous en disent beaucoup de bien. Nous avons aussi créé une page sur le site internet du gouvernement princier pour donner toutes les informations aux femmes concernées, les bons contacts, les bons numéros, pour qu'elles puissent réagir en cas de violence subie. Pour quand même préserver l'anonymat, pour une première prise de contact, nous avons aujourd'hui lancé à cette occasion un nouveau numéro de téléphone, donc anonyme et gratuit, le 116 919. Donc 116 919, c'est important. Ce n'est pas un numéro d'urgence. Donc bien évidemment, pour les urgences, il y a le centre hospitalier, son service des urgences, il y a la police. Là, c'est un numéro qui sera consultable. Donc on aura des professionnels tous les lundis au téléphone. Et là, on pourra obtenir tous les renseignements, se confier, obtenir des conseils. Donc je répète, pas un numéro d'urgence, mais un numéro très important pour celles qui sont victimes et qui hésitent, donc pour prendre tous les conseils, les appuis et les renseignements pour ne pas hésiter. Une conférence sur le thème de la mobilisation face à la violence faite aux femmes était également organisée ce vendredi 25 novembre, animée par le professeur Alessandra Kusterman, obstétricien et gynécologue expert dans la prise en charge des victimes de violences. J'ai ouvert depuis 20 ans un service à l'intérieur de l'hôpital pour la violence contre les femmes. Je pense que ça, c'est un problème très grand qui va engager tous les niveaux sociaux et culturels. Il y a loi contre la violence dans beaucoup de pays, mais après ces lois ne sont pas utilisées très bien. C'est ça le motif pour lequel j'ai décidé que c'était très bien cette invitation du gouvernement de la Principauté de Monaco, puisqu'ils ont beaucoup fait contre la violence contre les femmes. Ils ont surtout accepté un traité international, la Convention d'Istanbul, qui doit être ratifiée pour tous les pays, j'espère, de l'Europe. Depuis 2 ans, la couleur officielle de la campagne ONU Femmes est le orange. Des monuments de la principauté tels que le Conseil national ou encore le Palais princier se sont donc illuminés de cette couleur dans la nuit du vendredi 25 novembre afin de sensibiliser le grand public et de diffuser un message de tolérance zéro face aux violences faites aux femmes. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Voici les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera frais lundi avec quelques rafales de vent. Les températures seront en baisse. Il fera 8 degrés le matin et 13 l'après-midi. Cette tendance devrait se confirmer pour les jours à venir avec mercredi un ciel bleu sans nuages. Maintien d'un temps sec et beau pour le premier jour de décembre, jeudi, ainsi que pour vendredi. Le temps se dégradera à partir de samedi avec un ciel plus maussade prévu pour le week-end. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Très bonne semaine à tous.